70% des projets de transformation digitale échouent. C'est une étude McKinsey qui date de 2024. Cette étude, elle dit aussi qu'environ 50%, voire plus, des grands projets IT des entreprises n'atteignent pas leurs objectifs ou sont abandonnés en cours de route. Les causes évoquées, la gouvernance et l'organisation des projets, les financements, les erreurs humaines et la méthodologie. Et la méthodologie, si elle était adaptée au projet et vraiment travaillée en amont, elle éviterait les 3 autres causes. Je suis Gaëlle Fontaine, DG d'Adelium. On accompagne les ETI et grandes entreprises dans leurs projets digitaux. On les aide à transformer des problématiques métiers complexes en données, en solutions actionnables. Et on a des entreprises comme Triba, Quilligan, Airbus dans notre portefeuille client. Et on a également Soprofen. Soprofen, c'est un projet qu'on a eu envie de vous présenter aujourd'hui parce que c'est un projet qui est un exemple de réussite d'un grand projet e-commerce. C'est un projet qui a des résultats business positifs, mais également des résultats humains positifs. On a une équipe qui est engagée, qui est heureuse de travailler sur le projet et qui, tout au long des 2 années de travail sur ce projet, est restée motivée, performante et qui travaille encore aujourd'hui sur ce projet. Pour vous en parler, j'aimerais accueillir Alix Pose, qui est l'un des piliers de ce projet chez Soprofen et qui est chargé de e-commerce. Bonjour à tous. Alors, pour me présenter rapidement, donc, je suis Alix Pose et lors du projet de refonte, j'étais chargée de référencement chez Soprofen et j'ai aussi eu le rôle de chef de projet côté client où j'ai dû fédérer les métiers, recueillir les besoins et les traduire pour l'agence Adelium. Aujourd'hui, je m'exprime en tant que chargée d'e-commerce. Ça veut dire qu'en fait, ce projet m'a fait grandir professionnellement. Et toute l'expertise que j'ai acquise, en fait, m'a permis naturellement de prendre en main mes nouvelles fonctions. Tu veux nous parler peut-être un petit peu du démarrage de ce projet ? Alors, je vais reprendre l'histoire vraiment du début. En 2017, quand on a lancé Allo Voler Service Store, initialement, en fait, on avait créé ce site pour une typologie de clients bien spécifique, un réseau de réparateurs experts du volet roulant, le réseau AVS qui a été créé par Soprofen, et ils avaient besoin d'un outil en fait rapide, efficace pour passer des commandes et avoir une livraison rapide avec quelques produits dédiés. Sauf qu'en fait, l'outil et les besoins ont évolué en 2 points. Déjà, les produits, la demande s'est diversifiée, on a augmenté notre catalogue et les clients, par la même occasion, ont commencé à arriver et à être de plus en plus importants. Et un projet qui initialement était fait pour un client dédié, en fait, c'est devenu un tremplin, mais aussi un frein. Alors un frein, pourquoi ? Alors déjà la première chose, c'est côté marque. On avait 3 marques, Allo Voler Service Store et Allo Voler Service qui cohabitaient, ce qui crée de la confusion en fait pour nos clients. On avait une problématique de densité d'informations, de données déstructurées, de filtres à facettes manquants, non pertinents, de médias inexistants, ce qui en fait crée une navigation complexe finalement sur le site et qui était un frein. Sur la partie SEO, il était peu performant parce que non préparé au départ du projet, peut-être par manque d'accompagnement ou un outil peu performant. Une autre grosse problématique qu'on avait, là c'était surtout en interne, c'était une problématique de flux informatique avec des datas sensibles qui étaient ressaisies plusieurs fois à plusieurs endroits. Et quand je parle de data sensibles, je parle de
prix, je parle de remise client, je parle de frais de transport. Et du coup, ça multipliait le risque d'erreur. Et ça créait, on perdait de l'efficacité parce qu'en fait, on était peu réactif sur la mise à jour de nos fiches produits. Et le dernier point, c'était le CMS qui était vieillissant, qui n'était plus adapté, avec des développements qui devenaient coûteux et qui n'étaient pas adaptés à notre besoin d'évoluer. Alors vous aviez bien travaillé en amont, du coup. Vous aviez fait un beau backlog. Alors oui, effectivement, en fait, on a réfléchi à toutes nos problématiques et on a commencé à chercher des solutions pour y répondre. Et on a créé un backlog très complet avec parfois des détails très techniques qu'on avait envisagés. Et en fait, on s'est dit, là, on va faire vraiment cette refonte. Et en fait, ce qui a été assez extraordinaire avec Soprofen, et c'est ce qui fait aussi, nous, qu'on arrive à savoir en amont d'un projet s'il va bien se passer, s'il va être fluide avec les équipes ou s'il va être complexe, c'est que ce backlog-là, qui a été travaillé dans le détail, parce qu'honnêtement, il y avait de très nombreuses lignes, on l'a bien étudié pour réaliser le chiffrage, et en fait, on a eu cette possibilité simple de le remettre en question avec notre vision d'expert. Et ça, c'est très précieux dans une relation client. Oui, parce qu'en réalité, quand on a créé le backlog, on a imaginé une solution qui nous semblait pertinente. Mais en réalité, il y avait quand même une question qui restait en suspens. C'est est-ce que ça répond aux besoins en interne? Est-ce que ça répond aux besoins des utilisateurs, de nos clients? Et en fait, c'est là qu'on a décidé de chercher une agence et de travailler avec Adelium. Et pourquoi avec Adelium? C'est parce qu'ils ne nous proposaient pas seulement une solution technique, mais un réel accompagnement et justement une remise en question du travail qu'on avait fait pour revenir à la base, quel est le besoin finalement de l'utilisateur et des clients. Alors, chez Adelium, on a pour habitude en fait de travailler et de commencer les projets en abordant 3 voies. La voie du business, la voie du marché et la voie des utilisateurs. On a assez peu de temps aujourd'hui, donc on a voulu vous faire un point quand même important sur la voix des utilisateurs qui a été réellement déterminante dans ce projet. L'utilisateur, on dit qu'il est roi. Alors roi, c'est plutôt ROI pour dire Return on Investment, parce qu'on s'est rendu compte en 15 ans d'expérience aujourd'hui qu'un projet qui interroge ses utilisateurs en amont va forcément être plus rentable in fine qu'un projet qui ignore ou en tout cas croit savoir ce que ses utilisateurs attendent. J'aime bien utiliser cette image quand je parle d'expérience utilisateur parce que ça montre en fait, et d'ailleurs ça illustre bien le beau backlog de Soprofen quand on a commencé à travailler sur le sujet, c'est qu'en amont on a des métiers, des experts métiers, on a une entreprise qui connaît son métier et qui connaît ses clients, ou en tout cas qui croit les connaître. Pourquoi? Parce que en fait, les regards sont très souvent biaisés, même s'ils maîtrisent parfaitement leurs expertises. Souvent, en fait, il y a des listes de courses qui sont un petit peu faites, surtout sur des grands projets comme ça, au sein des équipes. Et ces listes de courses, elles sont faites par le marketing d'abord, mais également par le commerce, par l'IT, par la direction générale, qui est souvent en plus un peu déconnectée du terrain. Je prêche pour ma paroisse. Et donc, la partie étude utilisateur en amont, elle permet vraiment de remettre un peu l'église au milieu du village et de répondre concrètement aux besoins des utilisateurs. Et on a un exemple concret qui nous a bien fait rire quand on l'a ressorti. Ah oui, effectivement, dans le backlog, on avait imaginé que d'intégrer la recherche vocale, c'était super et que c'était la solution à tous nos problèmes. Alors qu'en fait, le besoin, c'est je veux pouvoir passer commande de produits quand je suis sur mon chantier. Et en fait, les entretiens, ils nous ont permis de comprendre quels étaient réellement les besoins de nos clients et de nous remettre en question. Et voilà, les dernières solutions web ne sont pas forcément toujours adaptées sur tout site e-commerce. Et en réalité, nous, nos clients, leur besoin, c'était d'avoir une recherche simplifiée des produits, avec des données structurées, des filtres qui soient pertinents, des compatibilités produits qui collent avec ce qu'ils souhaitent commander.
Et en fait, eux, ils avaient l'impression, avec notre site, de perdre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour ne pas forcément arriver à un résultat. Voilà, donc du coup, cette recherche utilisateur, elle nous a mené à la conception de parcours utilisateur et on a commencé à engager le cadrage. Ne prenez pas peur. La définition des parcours utilisateurs. Et là, un mot qui donne froid dans le dos, le flowchart. Alors en fait, quand on a découvert cet outil, on s'est dit non, mais en fait c'est une blague. Les agences, les développeurs, ils ont inventé un truc exprès pour nous faire peur, pour nous noyer dans un flot d'informations. Mais en réalité, en fait, quand on a vu ce que ça donnait à la fin avec notre site et justement tous les parcours qui étaient bien identifiés et bien travaillés, on s'est dit oui, en fait, ça a un réel intérêt. Le flowchart, c'est le mapping des besoins des utilisateurs autour duquel on va rassembler une équipe. Une équipe qui aura travaillé en amont, comme on le disait, et qui aura concaténé les différentes voies business, utilisateur, marché, mais également une équipe de designers qui va penser, concevoir, que ce soit d'un point de vue design, ergonomie, UX, UI, mais également au niveau du contenu, et des personnes techniques qui vont pouvoir aussi en amont, tout de suite, mettre le doigt sur les complexités. Et bien entendu, le client et les métiers, même si des fois le client il a un petit peu peur quand il voit ça. Ça permet vraiment de mapper l'ensemble de ces parcours et d'anticiper un maximum les questions qu'on va se poser plus tard. Et pourquoi c'est important de se les poser en amont, ces questions? Parce que quand on se les pose en aval, pendant le développement, souvent, les réponses ne sont pas co-construites tout ensemble. Et souvent, si c'est par exemple les développeurs qui se posent les questions, ils ne vont pas avoir eu l'ensemble du contexte et surtout pas le besoin utilisateur. Alors chez Adelium, on a des développeurs qui sont très sensibles à ça et des développeuses, et ils sont dans la salle, donc je fais profil bas parce que je ne dis pas que les développeurs ne prennent pas en considération les besoins, mais on va dire que c'est moins culturel, et donc c'est très important de les avoir en amont pour vraiment les sensibiliser sur ces sujets-là et sur les parcours et sur le mapping fonctionnel. Ensuite, un autre point qui est important pour nous, on dit que l'utilisateur est roi, et chez nous on dit aussi que le contenu est Dieu. Dieu, ça veut dire déterminant inévitable de l'expérience utilisateur et de la conversion. C'est un petit peu long, mais c'est pour dire que si en amont, justement, on ne pense pas au contenu, on ne pense pas à ce qu'on veut dire et à comment on souhaite le dire, comment on incarne finalement cette image de marque au sein des parcours utilisateurs, alors on fait une erreur parce qu'on va le payer un petit peu plus tard. Et Alix, tu avais envie de témoigner sur ton utilisation quotidienne justement du travail qu'on a fait sur le contenu. Alors sur la partie contenu, en fait, Adelium nous a fourni finalement un guide rédactionnel qui donne le tone of voice du site. Et en fait, je l'utilise au quotidien dans la création de contenu parce que c'est le premier élément que je vais donner à l'intelligence artificielle pour lui dire, voilà, mon texte, je veux que tu le rédiges en gardant ce tone of voice, et ça permet en fait d'avoir une continuité sur tout le site et d'avoir un discours qui est cohérent. Après le contenu vient la partie design, création de l'UX UI. Et donc, des tests. Non, mais alors ça, c'est une partie qui est très intéressante parce qu'en fait, c'est là où il y a tout qui s'assemble. L'identité visuelle, le parcours, la recherche utilisateur. Et en fait, Adelium nous a fourni des maquettes fonctionnelles cliquables. Et en fait, ces maquettes, on ne s'est pas contenté de juste les regarder, nous, en interne, et de les valider. On les a fait tester par nos clients et nos utilisateurs pour voir si ça correspondait à leurs besoins et du coup, adapter aux besoins en fonction des retours. Ici, vous avez une slide en fait qui a un extrait. Alors, on ne voit pas les vidéos, c'est dommage, mais c'est pas grave. En fait, les tests utilisateurs, on les fait vraiment, comme le disait Alix, sur prototype, donc sur des maquettes prototypes, et on met l'utilisateur en situation réelle, c'est-à-dire qu'il est devant son ordinateur. Là, en l'occurrence, parce qu'il y a un besoin qui est ordinateur. Sinon, on peut aussi le mettre sur mobile si on est sur du mobile first. Là, en B2B, en l'occurrence e-commerce B2B, on était plus sur ordinateur. On filme et on teste vraiment les parcours. Et ensuite, on fait du coup une restitution à notre client et aussi à l'ensemble de l'équipe pour montrer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ça permet déjà, alors on a eu la recherche, on a co-construit,
on teste les maquettes et ça permet déjà de lever beaucoup de frictions qu'on peut retrouver en aval du coup du projet si on passe pas par ces étapes avant. Ah bah oui, il y avait... Bon, ok, très bien. Ensuite, on arrive à la partie développement. Donc finalement, la production du site. Et là, on attaque des heures, des jours, des semaines et des mois de recettes, de tests, de développement, de correction. Et en fait, la clé et la réussite sur ce projet, c'est le travail collaboratif. Parce que plutôt que de rester chacun derrière son écran, on a décidé en fait de se retrouver régulièrement autour de la même table. Et en fait, se sont retrouvées les équipes Adelium et les équipes Soprofen, les métiers, les chefs de projet. Et on a pu avancer finalement plus efficacement pour développer le site. Et je dis toujours, moi je suis chef de projet effectivement sur la refonte du site, mais mon métier, il est dans le marketing. Je ne fais pas de transport, je ne fais pas d'administration des ventes. Et en fait, je ne suis pas bien placée pour en parler et pour dire, OK, mon besoin, c'est ça. Les métiers sont experts là-dessus et c'est important de les impliquer justement au moment de ces recettes pour valider que le site et les flux fonctionnent aussi à leur niveau. Alors ces recettes live, comme on les appelle chez nous, donc en gros le fait que tout le monde teste le projet en même temps et puisse échanger et discuter directement, elles ont énormément plu, tant aux équipes de Soprofen, aux équipes métiers qui se sont senties impliquées finalement dans ce projet. Des équipes métiers, on parle de l'ADV, on parle du commerce, etc., qui ont des réels besoins dans leur quotidien. Mais aussi les équipes Adelium, du coup, notamment les équipes de développement, qui ont pu comprendre et être en live tout de suite avec les métiers pour comprendre en fait les retours. Très souvent, quand on ne fait pas de recettes live, on a des problématiques de compréhension entre les tickets qui sont créés par les clients ou par les personnes qui testent, et puis les personnes qui reçoivent les tickets et qui doivent les comprendre avant de modifier le produit. Là, ça permet vraiment d'avoir un lien direct et en plus de souder et de renforcer la collaboration. Et ça a été une grande réussite. Alors un mot, donc il y a eu tout à l'heure une très intéressante conférence. C'était le directeur général de Synolia qui a expliqué en fait qu'il n'y avait pas une seule solution technique pour répondre à un besoin. Le message qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de dire que la technique, elle doit s'adapter au métier et surtout pas l'inverse. Je le répète, la technique doit s'adapter au métier et surtout pas l'inverse. Il est tout à fait possible de faire rentrer des ronds dans des carrés et d'imposer une solution technique à une équipe. On peut le faire, mais ça représente quand même beaucoup de risques et énormément de conséquences. Ces conséquences, elles sont c'est toujours une question d'argent quand on parle d'entreprise. Bien sûr, elles sont financières, mais elles sont aussi RH, organisationnelles. Elles posent énormément de problèmes et ça peut prendre vraiment du temps. Et vous pouvez avoir aussi des phases d'adaptation à l'outil qui sont extrêmement longues. Soprofen a fait ce choix de vraiment avoir une partie cadrage en amont qui a permis de construire une solution qui est réellement adaptée au métier. Pour cette solution, alors je vais passer très rapidement parce que le but c'est pas non plus de vous raconter en détail techniquement ce que c'est, mais ça s'appelle un framework. Donc pour les personnes qui ne sont pas du métier, un framework c'est l'équivalent d'une boîte de Lego, c'est-à-dire que c'est des morceaux de code qui sont préexistants qu'on met ensemble et donc on peut construire finalement une solution de manière plutôt sur mesure, on va dire. Nous on choisit Silus, qui est un framework de Symfony. Pourquoi ? Parce que ça permet réellement de s'adapter à des besoins B2B. Là, vous avez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que effectivement, là, c'est pas hyper quali, mais le back-office, en fait, permet vraiment d'être adapté et d'être utilisé assez rapidement par les équipes. Alors, je ne sais pas, vous avez eu de la formation, je pense, mais... Alors en fait, on a fait surtout la formation durant les recettes et on n'a pas fait de formation à proprement dite, mais en fait l'outil il est hyper intuitif et comme il a été développé sur mesure pour nous, finalement on a très vite retrouvé ce dont on avait besoin et voilà où gérer les éléments du site.
Quand on parle d'expérience utilisateur, on parle des utilisateurs qui viennent sur le site, bien entendu, mais aussi des outils métiers, et donc des utilisateurs qui sont internes à l'entreprise. Et c'est vrai que cette technologie est très adaptée pour le B2B en tout cas. Et elle permet de nombreuses fonctionnalités, des fonctionnalités dont Alix va nous parler maintenant, qui sont fondamentales finalement pour les parcours et pour les métiers de Soprofen. Alors au niveau des fonctionnalités spécifiques qu'on a développées, il y a premièrement le multi-shipping. Sur le site ForRoll, en fait, on va proposer des pièces qui sont en stock ou des pièces qu'on va nous commander au besoin. Et en fait, bien souvent, les clients étaient frustrés parce qu'à cause d'une pièce, ils étaient obligés d'attendre 3 semaines de délai de livraison. Voilà. Donc on a mis en place le multi-shipping justement pour scinder les livraisons et avoir tout de suite ce qui est disponible et plus tard ce qui ne l'est pas. Ensuite, on a mis en place les tarifs B2B personnalisés puisqu'on travaille avec des clients professionnels qui ont des tarifs... Vas-y, continue, ça vient. C'est la démo du site normalement qui est censée tourner en même temps, mais voilà. Qui ont des tarifs dédiés et donc Adelion nous a aidé justement à pouvoir mettre un affichage de prix personnalisé quand le client se connecte à son compte. En termes d'expérience, on a fait beaucoup d'améliorations également, notamment sur la partie arborescence, facilité de recherche des pièces, amélioration des filtres de la recherche. Et aujourd'hui, les clients sont plutôt satisfaits. Et puis, ce qui nous a aussi beaucoup aidé, c'est qu'en fait, on a intégré par la même occasion un PIM qui nous permet de centraliser finalement la donnée produit. Et voilà, ce PIM est lié directement au back-office et au site, et ce qui nous permet d'être beaucoup plus structuré aujourd'hui dans nos fiches produits. Alors pareil, le PIM, c'est Quable, donc il y a aussi une démonstration aujourd'hui et une explication. Bon, alors voilà, vous l'avez un petit peu en décalage. C'est pas parce qu'on fait du B2B qu'on est obligé d'avoir des sites qui sont pas soignés au niveau de l'expérience utilisateur. Au contraire, on est quand même sur des personnes qui sont très occupées dans leur métier, des artisans, des poseurs, voilà. Et le fait de pouvoir retrouver les informations précises, de pouvoir avoir des parcours qui sont vraiment pensés et adaptés, c'est extrêmement important et c'est ce qui fait aussi que ce projet est une réussite. Alors, normalement, on voit le multi-shipping, mais on est un petit peu en retard du coup. Ouais, c'est pas grave, on va le passer, mais en tout cas, en plus, elle est lente, je ne sais pas pourquoi. Allez, on le passe. Tac. Ouais, ah mince, ah oui, j'étais en train d'appuyer, mais non, c'est vous. Bah, vrai, dans mes tests, la vidéo se déclenchait directement. Ouais. Voilà, donc pour conclure, les enseignements de ce projet, c'est vraiment l'importance d'impliquer les métiers déjà en amont et de travailler avec les utilisateurs, avec les équipes qui vont réaliser le projet pour penser et cadrer correctement le projet. Être en capacité de se remettre en question. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel quand on fait des projets IT d'envergure et on le voit chez nos clients. Les clients qui ont cette capacité de se remettre en question, les projets aboutissent et réussissent. Et ceux qui n'y arrivent pas, qui sont persuadés finalement d'avoir toute la connaissance et de centraliser toute la connaissance, et c'est ces projets-là qui capotent généralement ou qui ont des difficultés en tout cas d'aller jusqu'au bout. Le travail collaboratif, le côté agile et flexible, on peut avoir un budget défini, un cadrage au niveau timing. Par contre, le fait d'être flexible et d'accepter aussi que les métiers arrivent en cours de route avec des besoins nouveaux, ça, c'est les aléas en fait, des grands projets digitaux. 2 ans de projet, forcément, une entreprise, elle évolue énormément en 2 ans. Donc, cette capacité aussi à avoir finalement une équipe qui est flexible et qui peut intégrer des nouvelles features tout au long du projet, c'est très important. Tester, tester et tester encore tant que vous le pouvez tester, parce que c'est ce qui fait vraiment le fait d'avoir des projets qui fonctionnent.
Ne pas dépendre d'un outil et puis toujours viser la simplicité et la valeur ajoutée. Dès que ça commence à être complexe, vous pouvez être sûr que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Alix pour ton témoignage précieux. Merci Gaëlle. Et bonne soirée. Non, parce qu'on peut répondre aux questions en fait, je crois. Marion. S'il y en a. Est-ce que quelqu'un a une question pour Gaëlle ou Alix? Allez, soyez pas timides, c'est la fin de journée. Ils sont tous fatigués, nous aussi. C'est ça. On a trop parlé toute la journée. Bon bah si ça... Ah, deux d'un coup. Désolée pour les aléas. Petite question par rapport à l'inclusion des équipes métiers. Du coup, c'était prévu au départ, ça s'est fait au fur et à mesure. Comment ça s'est goupillé en fait? Alors, quand on a créé le backlog, on a un peu intégré les équipes métiers, mais en fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la bonne méthode. Et quand on a commencé à travailler avec Adelium, on s'est dit qu'il faut les impliquer rapidement et on les a intégrés quasiment au démarrage du projet. Et c'est primordial de faire ça comme ça parce qu'en fait, si on ne le fait pas, on ne répond pas aux besoins finalement des utilisateurs en interne. J'avais à peu près la même question dans l'organisation de la réalisation du projet. Par contre, combien de temps, en fait, du début jusqu'à la mise en ligne? On a mis 2 ans. 2 ans. Après, il y a une grosse période où en fait, on n'a pas travaillé à proprement parler juste sur le site, mais on a beaucoup intégré de données dans notre PIM, parce que ça aussi, c'est un travail qui est conséquent. Et 2 ans avec la recherche, les entretiens, l'image de marque, puisqu'on a revu aussi l'identité visuelle et la marque du site. Et Concernant le PIM, est-ce que vous avez travaillé également en co-construction pour le PIM? Alors non, parce qu'en fait, Soprofen fait partie d'un groupe qui est Bouiller-le-Roux. Et en fait, le projet de mise en place d'un PIM, c'était un projet au niveau du groupe. Donc en fait, on a mis en place le PIM au niveau du groupe et on a travaillé de notre côté. Et on a pensé, en fait, en mettant en place le PIM, justement à pouvoir réutiliser les choses sur le site. Et après, du coup, les développeurs chez Adelium ont récupéré les données pour pouvoir l'intégrer. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Je ne crois pas. Juste une petite anecdote pour l'intégration des métiers en amont. Ça nous est arrivé, alors pas avec Soprofen, mais avec un autre projet en e-commerce aussi, d'avoir une juriste qui arrive à la mise en ligne du projet et qui nous retoque tout le parcours d'achat du projet parce qu'il y avait des choses bien spécifiques au niveau du métier. Et puis c'était une juriste pas hyper commode en plus et très intransigeante. Donc c'est très important quand on souhaite impliquer les métiers de vraiment penser à l'ensemble des métiers de l'entreprise et à comment ils sont capables finalement d'intervenir dans le projet et de tous les embarquer vraiment pour vraiment lever l'ensemble des lièvres en amont parce que ça peut bloquer une mise en ligne en fait et faire un gros délai sur le projet du coup. Les juristes, on ne les a pas intégrés non plus au démarrage du projet. Et en fait, on l'a un peu caché à Adelium, mais on a eu des sacrées frayeurs par rapport à ça. Oui. Merci de nous avoir épargné ça. Je peux maintenant, Yara. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci Alix et merci Gaëlle. Merci à vous. N'hésitez pas à venir nous voir, on a encore le stand qui est ouvert avec quelques bulles, donc n'hésitez pas. Et oui, merci à vous aussi d'être restés avec nous jusqu'au bout, on est encore une vingtaine. Et merci à Deya qui s'est occupée quand même de la sonorisation, de la diffusion et de la captation vidéo dans toutes les salles, toute la journée. Voilà, ils étaient là avant nous ce matin, ils vont partir après nous ce soir et ils ont fait du bon boulot.
Voilà, mis à part quelques vidéos qui ne sont pas parties, mais en même temps, il n'y avait pas Internet dans la salle. Voilà, bonne soirée à tous. Et merci Blackbird pour l'organisation de cette salle. Avec plaisir.